2 policiers ont cruellement humilié un vieil homme noir en le forçant à se mettre dans la neige pour en faire un bonhomme de neige humain, sans savoir que son fils est un millionnaire avec le pouvoir de chercher justice. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde stupéfait. Un vieil homme noir, Harold Johnson, marchait à travers les rues enneigées, serrant un sac de provisions contre sa poitrine. Le vent glacial hurlait autour de lui, rendant la soirée d'hiver déjà rude encore plus impitoyable. Harold ajusta son écharpe d'une main, essayant de se protéger des rafales glaciales qui semblaient trouver chaque interstice dans ses vêtements. Malgré ses pas fatigués, il continuait, sachant que sa famille l'attendait à la maison, à quelques pâtés de maison de là. Une voiture de patrouille roulait le long de la route, faiblement éclairée. À l'intérieur se trouvaient l'agent Brad Walker et l'agent Gary Mills, partenaires connus pour repousser les limites sous prétexte de maintenir l'ordre. Leur patrouille monotone les ennuyait, jusqu'à ce que Brad remarque Harold marchant seul dans le paysage enneigé. Il donna un coup de coude à Gary et murmura quelque chose à voix basse. Les deux hommes éclatèrent de rire, tandis que Brad ralentissait la voiture et se garait près du trottoir. « Voyons ce que notre promeneur nocturne est en train de faire », dit Brad en sortant de la voiture. Gary le suivit en remontant la fermeture éclair de sa veste, contre le froid. Les deux agents s'approchèrent de Harold, leurs bottes craquant bruyamment sur la neige. Harold s'arrêta quand il entendit le bruit, se retournant pour voir les agents venir vers lui. « Hé, vieux, qu'est-ce que tu fais dehors si tard ?» appela Brad, sa voix dégoulinant de moquerie. « Tu ne sais pas que c'est l'heure du coucher ?» Harold s'arrêta, serrant le sac de provisions encore plus fort. Son souffle formait de petits nuages dans l'air glacé, alors qu'il répondait d'un ton poli mais méfiant. « Je rentre juste chez moi, j'ai acheté des provisions pour le dîner. » Brad esquissa un sourire moqueur en jetant un coup d'œil à Gary, qui éclata de rire en retour. « Des provisions, hein ?» dit Brad en s'approchant un peu plus. « Ça ne ressemble pas à un quartier pour faire des courses tard le soir. Tu es sûr que tu ne fais rien de suspect ?» Harold fronça les sourcils, troublé par l'insinuation, mais déterminé à rester calme. « Non, monsieur, juste des provisions, » répondit-il, levant légèrement le sac pour le montrer en guise de preuve. Ses mains tremblaient, bien que l'on ne sache pas si c'était à cause du froid ou de leur présence intimidante. Gary croisa les bras, son sourire s'élargissant. « Tu sais, vieux, tu as l'air plutôt suspect à marcher ici tout seul. Peut-être qu'on devrait regarder ça de plus près. » Avant que Harold ne puisse répondre, Brad attrapa son bras et le tira légèrement, le faisant perdre l'équilibre. Le sac de provisions tomba par terre, éparpillant quelques-uns de ses contenus dans la neige. Harold tenta de protester, mais Gary se positionna rapidement derrière lui, agrippant son autre bras. « Reste tranquille », ordonna Brad, tandis que lui et Gary forçaient Harold à s'agenouiller dans la neige. Le froid mordait les genoux de Harold, tandis qu'il luttait pour garder son équilibre. Brad éclata de rire en ramassant une poignée de neige et en la posant sur les épaules de Harold. « Faisons un bonhomme de neige avec ce gars-là », déclara-t-il, sa voix résonnant dans la rue silencieuse. Gary éclata de rire bruyamment, ramassant de la neige et la lançant sur le dos d'Harold. « Oui, excellente idée. Regarde ça, notre propre bonhomme de neige noir. Jamais vu ça auparavant. » Le cœur de Harold battait à tout rompre, alors que la neige glaciale s'infiltrait dans ses vêtements, le glaçant jusqu'aux os. Il essaya de parler, sa voix tremblante. « Arrêtez, s'il vous plaît. Je veux juste rentrer chez moi. » Mais ses mots furent noyés par leurs éclats de rire. Les agents semblaient ravis de leur travail, tapotant la neige encore plus fort tout en lançant des blagues vulgaires. Brad se pencha, frottant de la neige sur le visage de Harold. « Voilà, maintenant il commence vraiment à ressembler à quelque chose, » dit-il avec un rictus. Des passants hâtèrent leurs pas dans la rue, baissant la tête pour éviter la scène. Certains jetèrent un rapide coup d'œil en direction de Harold, mais détournèrent rapidement les yeux, refusant d'intervenir. Les agents ne remarquèrent pas qu'une personne, de l'autre côté de la rue, avait discrètement sorti son téléphone pour prendre plusieurs photos de ce spectacle humiliant. Après quelques minutes, Brad et Gary semblèrent satisfaits de leur œuvre. « Voilà, bonhomme de neige », dit Brad en se relevant et en époussetant ses gants. « Tu restes bien là maintenant, hein? Pas question que tu te mettes à fondre partout. » Gary éclata de rire en se joignant à lui alors qu'ils retournaient à leur voiture de patrouille.
Le bruit des portières qui se refermaient fut étouffé par leurs éclats de rire, que Harold pouvait encore entendre alors qu'il s'éloignait en voiture. Tremblant et humilié, Harold resta immobile dans la neige pendant quelques instants, son corps trop gelé pour bouger. Lentement, il commença à se libérer, brossant la neige de son manteau et de son pantalon. Ses mains tremblaient alors qu'il ramassait les provisions tombées par terre. Certains articles étaient abîmés, le sac en papier détrempé et en train de se déchirer, mais Harold porta ce qu'il pouvait et entama lentement le chemin du retour. Sans que Harold ne le sache, la personne qui avait pris des photos de l'incident les avait déjà publiées sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague d'indignation et une demande de justice. Mais pour l'instant, Harold marchait en silence, son cœur rempli de colère et de tristesse, refusant de laisser leur cruauté briser son esprit. Harold Johnson arriva chez lui, le froid mordant de la soirée, toujours imprégné dans sa peau. Il déposa ses provisions humides sur le comptoir de la cuisine et retira lentement son manteau, grimaçant lorsque le tissu glacé frôla sa peau. Ses mouvements étaient raides, non seulement à cause du froid, mais aussi du poids émotionnel de ce qu'il venait de vivre. Dans le salon, son fils, Jason Johnson, était assis sur le canapé, faisant défiler son téléphone tout en discutant avec le plus jeune des petits-enfants de Harold. Jason, un homme grand et confiant d'une trentaine d'années, contrastait fortement avec son père par son assurance et sa situation. Alors que Harold avait mené une vie modeste, Jason était un millionnaire autodidacte, fondateur et PDG d'une entreprise technologique prospère. L'ambition et la détermination de Jason avaient été nourries par l'exemple de travail acharné et de résilience donné par son père. Ce soir, cependant, Jason remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Lorsque Harold entra dans la pièce, son écharpe négligemment drapée sur une épaule. Il se leva rapidement, ses yeux aiguisés scrutant le visage de son père. « Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-il, sa voix emplie d'inquiétude. Il s'approcha, remarquant les mains tremblantes de Harold, alors qu'il accrochait son écharpe au porte-manteau. Harold fit un geste vague, essayant de forcer un sourire. « Rien, j'ai juste glissé sur la glace, c'est tout. » La journée a été longue. Jason n'était pas convaincu. Il posa une main ferme sur l'épaule de son père et le guida doucement vers le canapé. « Papa, je te connais mieux que ça. Dis-moi ce qui se passe. » Harold hésita, son orgueil luttant contre le besoin de se confier. Il avait toujours appris à Jason à être fort face à l'adversité, et maintenant, il avait du mal à partager sa vulnérabilité. Mais la persistance de Jason l'emporta. Avec un soupir profond, Harold s'assit et commença à raconter les événements de la soirée. Alors que Harold décrivait comment les policiers l'avaient arrêté, forcé à se mettre dans la neige et se moquaient de lui avec des insultes raciales, l'expression de Jason passa de l'inquiétude à la colère. Lorsque Harold mentionna que les agents lui avaient empilé de la neige sur le dos et l'avaient traité de « bonhomme de neige noir », les poings de Jason se serrèrent fortement. Il se pencha en avant, sa mâchoire crispée alors qu'il écoutait chaque mot. Il riait comme si c'était une blague, dit Harold d'une voix tremblante. J'ai essayé de leur expliquer que je ne faisais rien de mal, mais ils s'en fichaient. Ils m'ont laissé là, fils, ils m'ont juste laissé là dans le froid. Les yeux de Jason brûlaient d'un mélange de colère et de tristesse. Ils t'ont traité comme ça ? demanda-t-il, sa voix basse mais ferme. Harold hocha la tête, son regard fixé sur le sol. C'est juste comme ça que certaines personnes sont, murmura Harold avec un faible haussement d'épaule. J'ai déjà vu pire dans ma vie, Jason. Ça ne sert à rien de s'énerver pour ça. Mais Jason ne pouvait pas accepter cette réponse. Non, papa, ce n'est pas acceptable, dit-il en se levant brusquement. C'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Jason commença à faire les 100 pas dans la pièce, son esprit tournant à toute vitesse. Harold, toujours assis sur le canapé, le regardait avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de radical, » dit Harold doucement. « Je ne veux pas que tu te mettes dans des ennuis à cause de ça. » Mais Jason avait déjà pris sa décision. Il sortit son téléphone et commença à composer un numéro. « Ce n'est pas une question de problème, papa, » dit-il fermement. « C'est une question de justice. » Jason appela l'un de ses amis les plus proches, un avocat de renom nommé Malcolm Rivera. Malcolm s'était forgé une réputation en traitant des affaires de brutalité policière et d'injustice sociale. Jason lui faisait pleinement confiance.
Dès que Malcolm répondit, Jason ne perdit pas de temps et plongea dans les détails de l'incident. « Malcolm, j'ai besoin de ton aide », commença Jason, sa voix remplie d'urgence. « Mon père a été harcelé par 2 policiers ce soir. Ils l'ont agressé, humilié et l'ont laissé dans la neige. Je veux qu'il rende des comptes. » Malcolm écouta attentivement, posant des questions pour clarifier certains points. Lorsqu'il entendit qu'il pourrait y avoir des témoins ou des preuves vidéo, son ton devint encore plus sérieux. « Nous devons rassembler tout ce que nous pouvons, » dit Malcolm. « Si des vidéos existent, nous aurons un dossier solide. » Jason acquiesça, même si Malcolm ne pouvait pas le voir. « Je vais trouver les preuves, » répondit Jason. « Toi, concentre-toi sur l'aspect juridique. » Après avoir terminé son appel, Jason se tourna vers son père. « Papa, tu te souviens de quelque chose d'autre ? » « Quelque chose qui pourrait nous aider. » Harold hésita, puis répondit. « Quand ils partaient, j'ai cru entendre quelqu'un dire qu'ils avaient pris des photos ou une vidéo. Je ne sais pas qui c'était, mais peut-être que quelqu'un a enregistré. » Les yeux de Jason s'illuminèrent de détermination. « C'est tout ce dont j'ai besoin, dit-il. » Il attrapa son manteau et se prépara à sortir. « Jason, » l'appela Harold, sa voix teintée d'inquiétude. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça. » Jason s'arrêta à la porte et se tourna vers son père. « C'est papa, je dois le faire. » Ils se sont attaqués à la mauvaise famille. Jason passa les heures suivantes à passer des appels. Il contacta les commerces et les résidents du quartier où l'incident s'était produit, leur demandant s'ils avaient vu ou enregistré quelque chose. Il engagea également un détective privé avec qui il avait déjà travaillé, lui confiant la mission de retrouver des témoins potentiels. En parallèle, Malcolm prépara les documents nécessaires pour entamer des poursuites légales. Il contacta des journalistes et des organisations de défense des droits civiques, s'assurant que l'histoire serait relayée. Dans les heures qui suivirent, Jason et Malcolm transformèrent une tragédie personnelle en un effort coordonné pour obtenir justice. Jason était implacable dans sa quête de justice pour son père. Une fois l'idée des preuves vidéo évoquée, il publia un message urgent sur les réseaux sociaux. Le message décrivait l'incident et offrait une récompense substantielle à quiconque pouvait fournir des preuves vidéo. Si vous étiez près du coin de Maple et Fifth hier soir et que vous avez vu quelque chose, s'il vous plaît, manifestez-vous, écrivit-il, en joignant son adresse e-mail professionnelle et son numéro de téléphone. En quelques heures, son téléphone vibra avec une notification provenant d'un étudiant local qui affirmait avoir filmé toute la scène. Jason organisa immédiatement une rencontre. À l'endroit convenu, il trouva un jeune homme nerveux tenant un smartphone. L'étudiant lui tendit le téléphone, expliquant qu'il s'était caché derrière une voiture garée tout en enregistrant. « Je ne pensais pas que quelqu'un me croirait si je le signalais », avoua l'étudiant. Jason regarda la vidéo sur place, son cœur battant de colère et de tristesse. Les images étaient pires que tout ce qu'il avait imaginé. La cruauté des agents était capturée dans les moindres détails. Harold forcé dans la neige, les agents empilant la neige sur lui, et leur rire moqueur accompagné d'insultes racistes. Les poings de Jason se serrèrent, mais il se força à rester calme. Il transféra la récompense à l'étudiant, le remercia chaleureusement, et retourna partager la vidéo avec son équipe. De retour à son bureau, Jason montra la vidéo à Malcolm. Le visage de l'avocat s'assombrit en la regardant. « C'est la preuve dont nous avions besoin », dit Malcolm d'un ton grave. « C'est accablant. » Jason ne s'arrêta pas là. Il envoya la vidéo à des organisations de défense des droits civiques, des groupes d'activistes et des journalistes qu'il savait capables de donner de l'ampleur à l'affaire. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de justice pour Harold, mais aussi d'exposer le racisme systémique qui permettait de tels incidents. En quelques heures, après la diffusion de la vidéo par Jason, elle commença à se propager comme une traînée de poudre. Les plateformes de réseaux sociaux explosèrent d'indignation alors que les utilisateurs partageaient les images avec des hashtags comme Justice pour Harold et Stop au racisme policier. Des influenceurs et des figures publiques se joignirent au mouvement, exigeant des comptes des agents impliqués et de leur département. Les grands médias s'emparèrent rapidement de l'histoire. Les extraits de la vidéo furent diffusés à la télévision nationale, accompagnés d'interviews de Harold et Jason. Harold, parlant d'une voix douce mais ferme, déclara « J'ai vécu ce genre de traitement toute ma vie, mais cela ne le rend pas juste.
Je veux du changement, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui subissent cela. Jason, quant à lui, était inflexible dans son message. Il ne s'agit pas seulement de mon père, il s'agit d'un modèle d'abus et de déshumanisation. Ces policiers pensaient qu'ils pouvaient s'en tirer parce que mon père est noir. Ils ont choisi la mauvaise famille à intimider. La réponse fut immédiate et écrasante. Des manifestations débutèrent devant le poste de police local, rassemblant des centaines de personnes exigeant justice. Les pancartes brandies affichaient des messages tels que « Justice pour Harold » et « Arrêtez les abus policiers ». Les manifestants scandaient des slogans, leur voix résonnant dans les rues de la ville. Face à la pression croissante, le département de police publia un communiqué affirmant qu'ils enquêtaient sur l'affaire. Cependant, leur tentative de minimiser l'incident ne fit qu'exacerber la colère publique. Enquêter sur quoi? Tout est dans la vidéo. Criait un manifestant lors d'une retransmission en direct. Les dons affluèrent pour soutenir la bataille juridique de Harold. Des leaders communautaires contactèrent Jason pour offrir leur solidarité et leurs ressources. Pendant ce temps, Malcolm travaillait sans relâche pour garantir que l'affaire gagne du terrain devant les tribunaux. Ce n'est pas qu'une simple affaire civile, expliqua-t-il à Jason lors d'une session de stratégie tard dans la nuit. Cela pourrait établir un précédent. Alors que les manifestations prenaient de l'ampleur, les agents impliqués commencèrent à faire face à un intense examen public. Leurs noms furent divulgués en ligne et leurs antécédents furent rapidement mis au jour. Il s'avéra que Brad Walker et Gary Mills avaient déjà fait l'objet de plusieurs plaintes pour comportements racistes et usage excessif de la force. Pourtant, aucune de ces plaintes n'avait abouti à des sanctions disciplinaires. Cette révélation ajouta de l'huile sur le feu et le département de police se retrouva assiégé par les médias et l'opinion publique. Jason continua d'utiliser sa plateforme pour appeler au changement systémique. Lors d'une conférence de presse, il s'adressa à la foule rassemblée devant la maison de son père. « Mon père m'a appris la valeur du travail acharné et de la dignité. Mais ce qui lui est arrivé n'était ni digne ni humain. Il ne s'agit pas seulement de 2 mauvais agents. Il s'agit d'un système entier qui leur permet d'agir sans crainte des conséquences. Cela doit cesser maintenant. » La foule éclata en applaudissements, leur voix redoublant de détermination après les paroles de Jason. Harold, observant depuis le porche, ressentit un mélange de fierté et d'espoir. Pour la première fois depuis des décennies, il croyait que le changement était possible. Sous la pression publique, le département de police annonça que les agents Brad Walker et Gary Mills avaient été suspendus en attendant les résultats de l'enquête. Mais cela n'était que le début. Quelques semaines plus tard, les 2 agents furent officiellement arrêtés et accusés d'agression, de faute professionnelle et de violation des droits civiques. Leurs photos d'identité judiciaire furent largement diffusées, suscitant une condamnation généralisée et les transformant en symboles des abus systémiques. Jason, Harold et Malcolm assistèrent à toutes les audiences du tribunal. Lors du procès, les procureurs présentèrent un récit accablant, s'ouvrant avec la diffusion des preuves vidéo. La salle d'audience resta silencieuse pendant la projection des images, montrant les agents forçant Harold à s'agenouiller dans la neige, le couvrant de neige tout en proférant des insultes racistes. Des murmures d'indignation parcoururent la salle et les expressions des jurés devinrent graves. Harold témoigna, décrivant avec émotion l'humiliation et la douleur qu'il avait endurée. Bien que sa voix vacillât, il ne flancha jamais lorsqu'il expliqua la peur et la déshumanisation qu'il avait ressenties cette nuit-là. « Ils m'ont traité comme si je n'étais rien, dit-il. Comme si je n'étais même pas une personne. » Après le témoignage poignant de Harold, l'avocat Malcolm Rivera s'avança avec un argumentaire puissant. « Il ne s'agit pas seulement de la souffrance d'un homme, déclara-t-il en s'adressant directement au jury. Il s'agit d'un abus de pouvoir, de racisme systémique et de la nécessité de tenir pour responsables ceux qui ont juré de protéger et servir. Ce n'est pas une erreur ou une incompréhension, mais un acte de cruauté délibérée. » De leur côté, les avocats de la défense tentèrent désespérément de minimiser les faits, affirmant que les agents ne faisaient que plaisanter et qu'ils n'avaient pas réalisé l'impact de leurs actions. Cependant, la vidéo et les témoignages racontaient une toute autre histoire, celle d'une malveillance intentionnelle et gratuite. Les jours du procès furent marqués par des manifestations à l'extérieur du tribunal.
Les partisans de Harold, munis de pancartes et scandant des slogans, continuaient de faire pression pour obtenir justice. Les réseaux sociaux ne désemplissaient pas, amplifiant l'affaire à l'échelle nationale et internationale. Chaque détail du procès était suivi de près par des millions de personnes. Le jour du verdict, la salle d'audience était comble. L'atmosphère était lourde d'attente lorsque le jury revint après plusieurs heures de délibération. Le chef du jury se leva et d'une voix claire et ferme déclara : « Nous, le jury, déclarons les accusés Brad Walker et Gary Mills coupables de tous les chefs d'accusation. » Un soupir de soulagement parcourut la salle, suivi d'applaudissements étouffés. Jason serra les poings, un mélange d'émotion et de satisfaction visible sur son visage. Harold, assis à ses côtés, baissa la tête, une larme coulant sur sa joue. C'était une victoire, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient subi des injustices similaires. Le juge, connu pour son impartialité et son engagement envers la justice, s'adressa aux deux agents avant de prononcer leur sentence. « Vos actions représentent une violation flagrante de votre devoir. Non seulement vous avez failli à votre serment, mais vous avez activement dégradé et blessé un homme que vous étiez censé protéger. Votre comportement est une insulte au principe même de la justice. » Les deux agents furent condamnés à des peines de prison significatives, avec des motifs aggravants soulignant la nature raciale et abusive de leurs actes. Lorsqu'ils furent menottés et escortés hors de la salle d'audience, leurs visages étaient pâles, marqués par la honte et la peur. Après le verdict, Jason annonça une initiative majeure: la création de la Fondation Harold Johnson, dédiée à lutter contre les injustices raciales, à soutenir les victimes d'abus et à promouvoir la responsabilisation des institutions. La Fondation reçut un soutien massif dès son lancement, attirant des dons et des collaborations de tout le pays. Lors de l'inauguration officielle, Jason prit la parole devant une foule de militants, de leaders communautaires et de citoyens engagés. « Cette fondation ne concerne pas seulement mon père », déclara-t-il. « Elle concerne tous ceux qui ont été réduits au silence, tous ceux qui ont été traités injustement. Nous voulons bâtir un avenir où plus personne ne subira ce genre d'humiliation. » Harold, invité à monter sur scène, se tenait droit et fier. « Ce n'est pas seulement pour moi, dit-il calmement. C'est pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être entendus. Ensemble, nous disons, ça suffit. » La Fondation devint rapidement un symbole d'espoir et de changement. Grâce à ces initiatives, elle permit à de nombreuses victimes de retrouver leur dignité et leur voix. Jason, bien qu'il ait déjà connu un grand succès professionnel, trouva dans cet engagement un sens renouvelé à sa vie. Chaque victoire obtenue par la Fondation lui rappelait cette nuit où son père était rentré couvert de neige. Une nuit qui avait tout déclenché. Cette histoire, bien que fictive, est un puissant rappel de l'importance de la justice, de la dignité et de l'unité dans la lutte contre les abus et les préjugés.